juste un point pour reprendre le début du propos de M. le maire. Si nous avions un comportement, ou si nous avions eu par le passé un comportement digne de celui de Ponce Pilate, nous aurions fait comme les autres, M. le maire. Dans les années 80, nous serions partis de l'uranium, nous en avions en France à l'époque, et les mines du Canada, nous avons des réserves ailleurs, nous les développons. Nous avons acquis de nouvelles sociétés cet été qui vont nous ouvrir des champs en Namibie, en Afrique du Sud. L'uranium, il y en a un peu partout dans le monde si on cherche. Si nous avions eu un comportement de Ponce Pilate, dans les années 80, nous serions partis. C'était la facilité économique en tout cas. Nous n'avons pas fait ce choix. Et il y a eu une continuité de la part de l'ensemble des acteurs qui ont eu le patrimoine minier uranifère français dans la main. Et ils ont décidé de s'investir, et non seulement de continuer à s'investir sur l'exploitation des sites miniers, sur la responsabilité industrielle, et puis également sur les responsabilités sociétales, en continuant à entretenir, à développer les hôpitaux, en continuant à appliquer les règles sociales vis-à-vis des salariés qui sont, je le rappelais avant votre arrivée, les mêmes que dans n'importe quel site minier du groupe Areva, qu'il soit canadien ou ailleurs dans le monde, en continuant à appliquer les règles environnementales, en continuant à discuter avec les gouvernements, les associations, les élus locaux, que nous ne choisissons pas, monsieur Mamère, nulle part, ni au Niger, ni ailleurs, et qui sont nos interlocuteurs, et avec lesquels nous essayons de construire des partenariats durables, sur lesquels on peut sans doute toujours faire mieux, sans doute faire mieux. Et je pense que nous n'avons pas à rougir, ni de ce que nous avons fait, ni de ce que nous faisons dans le dialogue et la concertation avec l'ensemble de nos interlocuteurs, au Niger comme ailleurs. Quand vous dites que vous êtes resté dans les années 80 au Niger alors que les prix de l'uranium étaient très bas, ça montre quelque part votre rôle politique dans ce pays, le rôle politique que vous jouez dans ce pays, les relations qui ne sont pas forcément purement économiques avec ce gouvernement. La relation n'était pas politique, mais c'était une question aussi de responsabilité par rapport aux investissements économiques, mais également sociaux que nous avons réalisés, et avec la conscience du fait que partir, c'était laisser en plein milieu de rien, et sur le bord du chemin, tout un tas de gens qui avaient compté sur nous, avec non seulement les infrastructures industrielles, mais également ce qu'on appelle la ville induite, et ce qui va autour et qui fait vivre beaucoup de gens, dans un pays qui, vous le savez, est derrière Sierra Leone, ou devant, je ne sais pas si les mots sont appropriés, le plus pauvre du monde. Donc il y a, oui, une conscience responsable, collective, à l'intérieur de cette entreprise. Et sans doute, aurions-nous d'autres raisonnements dans un pays comme le Canada, dans des pays où la prospérité économique et sociale n'est pas celle du Niger, sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste des questions sur les études hydrogéologiques que vous menez aujourd'hui. Est-ce que vous expliquez pourquoi vous menez ces études et pourquoi vous avez besoin autant d'eau pour l'exploitation des mines d'uranium au Niger, et la problématique eau, finalement, qui semble être un problème environnemental important? Ah, c'est sûrement le sujet le plus important de cette partie du monde et de cette région du Niger. On est en plein désert et l'eau est un sujet fondamental. Le CEA, M. le maire rappelait le travail du CEA dans les années 60, le CEA, lorsqu'il a découvert les gisements de sommeil à Cominac, aujourd'hui exploités, son premier travail avec ses géologues de l'époque, c'était de trouver des ressources en eau, à la fois pour assurer le développement urbain de la ville qui était créée, la ville minière qui était créée, et également le fonctionnement industriel, parce que pour traiter le minerai d'uranium, il faut de l'eau. D'autre part, lorsqu'on fait des carrières, des mines à ciel ouvert dans le sol, tôt ou tard, on traverse une des nappes phréatiques de la région, et on ne peut pas travailler sous l'eau. Donc il faut enlever l'eau qui est présente dans le gisement. Donc c'est fondamental. À l'époque, et on travaille toujours sur ce chiffre, l'évaluation de cette portion de nappe, il y a 5 aquifères dans le bassin du Tingassoy, qui est le bassin sédimentaire qui est à l'ouest de l'Aïr, depuis Agadez jusqu'à la frontière algérienne. Il y a 5 aquifères. À l'époque, on a évalué sur l'un de ces aquifères la ressource à 1 milliard de mètres cubes. 1 milliard de mètres cubes, actuellement,
toute utilisation confondue, industrielle et haute consommation. Actuellement, on en a, en presque un demi-siècle, dépensé pas tout à fait le tiers. Donc on est parti, si la vie perdure dans le futur, pour encore une bonne centaine d'années. Je lisais dans le document de M. Alain Joseph, qui est consultant hydrogéologue, qui vous avait invité, M. Mamère, que la nappe d'Agadès, qui aurait été la nappe du Télouat, bien connue des géologues, avait une ressource d'1 milliard, 1 milliard également de mètres cubes. Ça me paraît bien insuffisant, puisque la nappe qu'on vient d'inventorier, les nappes qu'on vient d'inventorier au droit du site d'Imoirène, couvre à peu près une ressource d'environ 13 milliards de mètres cubes d'eau. 13 milliards de mètres cubes d'eau. Il faut savoir qu'une ville comme Arlit dépense à peu près 4 millions par an de mètres cubes d'eau. On voit qu'on en a pour quelques centaines d'années de vie. Et ça ne représente que des toutes petites portions des nappes. 30 km sur 30 km, 10 km sur 10 km. Les aquifères couvrent tout ce bassin sur 300 km en nord-sud, 300 km en est-ouest. S'il y avait une chose qu'il faudrait lancer tous ensemble, et si on voulait aider le Niger dans le développement à la fois humain, industriel et sociétal de ce territoire qui est le nord du pays, ça serait de lancer un plan directeur sur le recensement des ressources en eau et leur qualité. Parce que ce qu'on a découvert à Imoirène, c'est qu'une partie des aquifères est totalement impropre à la consommation. C'est un bassin sédimentaire, détritique, où il y a énormément de minéraux qui sont sédimentés, et les eaux sont riches en arsenic, en aluminium, elles sont souvent très salées, et en uranium, quand il y a des gisements uranifères. Donc il est important d'y mettre beaucoup de science, et le territoire étant immense, développer un plan directeur de connaissances serait très très approprié pour développer raisonnablement cette superficie où beaucoup d'acteurs, autres qu'Areva, vont dans le futur s'implanter. Alors nous avons commencé le travail, hein, je vous dis, on a trouvé 13 milliards de mètres cubes d'eau, c'est important, c'est même très très important, et nous on pense tous, il y a le fantasme autour de l'eau, que cette ressource fondamentale est rare, visiblement elle ne l'est pas. Et puis il y a plusieurs ressources. Il y a les ressources qui sont profondes, qu'on vient de découvrir, et il y a les ressources superficielles, celles qu'utilisent les nomades. Dans les 10 premiers mètres, ces ressources superficielles, ce sont les sables qui remplissent les coris, les cours d'eau qui courent de la Lyre, qui descendent dans le désert, et qui sont alimentés chaque année. Ces ressources aussi mériteraient un plan directeur et un travail spécifique pour garantir que ces aquifères superficiels se remplissent en eau. Il faut créer, comme le faisaient les anciens, des micro-barrages qui retiennent au moment des crues les eaux pendant plusieurs semaines et qui permettent à ces eaux, des petits micro-barrages, ça veut dire un petit barrage de 3-4 mètres de hauteur, en forme de croissant, qui retiennent les eaux, qui permettent aux nappes de se charger et qui permettent aux puits pastoraux d'être pleins pendant l'année en cours. Il y a tout un travail qui a commencé à être lancé par le gouvernement, qu'il faudrait abonder, développer de façon très astucieuse et de façon plus régionale. Donc sur l'eau, il y a un travail possible et les ressources sont bien supérieures à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, ou ce qu'on entend dire aujourd'hui. Et les études hydrogéologiques que vous menez, en ce moment, elles concernent quoi précisément? Vous trouvez quoi Alors les études hydrogéologiques sont menées sur le territoire du permis qui a été attribué par le gouvernement nigérien à Areva, comme Imoirène, donc 20 km sur 30, 30 sur 30 à peu près. On n'a pas pris un consultant individuel, comme ça c'est dans les pays anglo-saxons, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. L'hydrogéologie, c'est une des sciences les plus compliquées, les plus difficiles qui est au monde. Donc on a pris un des laboratoires les plus prestigieux, celui de l'École des Mines de Paris, qui travaille un peu partout dans le monde. Et c'est ce laboratoire qui travaille actuellement sur le sujet, qui modélise l'évolution de la nappe, le chimisme de la nappe, sur les 50 ans à venir. Et on continuera, je vous dis que l'étude n'est pas terminée, on souhaite faire davantage de forage, on continuera avec eux pour modéliser l'évolution de cette nappe et son comportement dans le cadre de l'activité industrielle et humaine, puisque les habitants d'Arlit, de la région, le gouvernement nigérien souhaitent qu'une ville soit créée à mi-chemin entre Arlit et Agadez.
Une dernière question. C'est une petite question. Sur ces 3 milliards qu'Areva va investir, 1 milliard sur le projet de loi. Oui, vous confondez avec l'investissement global. Il y a eu l'autre jour dans une dépêche AFP. Ok, donc Malentendu, les 3 milliards concernent les investissements miniers dans leur ensemble. dans leur ensemble. Ok, donc c'est 1 milliard en Niger. Et est-ce que vous avez déjà publié le pourcentage qui sera investi dans le développement local? Et parce qu'une des questions, c'est comment la population locale va profiter un peu de cet investissement. Est-ce que vous avez publié ça? Est-ce que vous avez envoyé un particulier ça? Le premier impact pour la population, ce sont les emplois qui sont créés. Ce projet, Imo-Varenne, doit en créer 1400. C'est déjà concrètement le premier impact. Le projet, pardon, Imo-Varenne, le projet dont nous parlons actuellement. Cet investissement d'1 milliard d'euros, c'est le chantier référence. Famille, il y a 8 enfants, c'est la moyenne. Et naturellement, Areva, autour de ce projet, aura la même attitude que autour de l'ensemble des sites du groupe. C'est-à-dire, comme le rappelait tout à l'heure Mme Amani, selon les demandes des populations et dans les instances de concertation locales, telles qu'ils les organisent eux-mêmes, eh bien, l'appui à des projets qui vont au-delà de la seule responsabilité industrielle. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien ça va coûter, combien d'investissements ça représente? On a les fonds actuels. Bon, on peut rappeler que le fonds de développement de l'ARLIT, c'est actuellement, parce que c'est évolue chaque année, 700 000 euros. Pas tout à fait encore 1 million, et je pense qu'on va y arriver. C'est chaque an. Chaque année. Donc on imagine quelque chose de semblable sur le site d'Imo-Varenne. Le projet qu'a évoqué Jacques-Emmanuel Saunier, IRASER, qui est un projet d'État, qui est un projet qui vise à réduire la pauvreté et les crises alimentaires. Le projet IRASER, Nouvel-Argent a annoncé officiellement qu'elle était prête à mettre 17 millions d'euros dans ce projet sur 5 ans. 17 millions sur 5 ans. 17 millions d'euros. Pardon, l'orthographe. IRASER. IRASER. I-R-H-A-Z-E-R. La vallée de l'IRASER. C'est un programme qui s'insère déjà dans le fameux schéma directeur que j'évoquais tout à l'heure, qui pourrait faire l'objet d'un fonds international d'ailleurs, de développement. Parce que faire des sondages géologiques, ça coûte très cher. Voilà, donc 17 millions. Sur 5 ans. Sur 5 ans. À l'initiative de l'État. C'est l'État qui donne le timing de ce projet. Le fonds commun de développement dont on a parlé pour Arlit, les 700 000 euros, ce n'est pas tout ce que nous faisons en matière sociétale. Au niveau central Areva, nous avons deux types de budgets. Il y a un budget de la Fondation Areva et du comité de mécénat et partenariat Areva qui finance spécifiquement des projets. Nous avons actuellement en cours à l'école des mines et de la géologie de Niamey un programme qui coûte 736 000 euros pour la formation en 5 ans de 75 ingénieurs nigériens, dont des ressortissants de la région. Et puis d'autres sujets que nous finançons directement au niveau central, en complément à ce fonds commun de développement. Bien, messieurs, dames, on va devoir conclure parce qu'il y a un auto qui attend la salle. Je tenais à vous remercier, messieurs, mesdames les journalistes, chers collègues, les représentants d'Areva. Je vous remercie également pour la bonne tenue de cette réunion. Mais par contre, vous pouvez encore, je pense que vous pouvez rester en relation ici.